Yo l'équipe, j'espère que ça roule. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a eu pas mal de changements pour moi l'année passée. Effectivement, j'ai décidé de calmer les DJ sets pour bosser sur un live, mon tout premier live. C'était clairement une des années les plus challenging de mon humble carrière. J'ai mis un petit peu de temps à digérer le rouleau compresseur qu'était l'année 2024, mais je pense que aujourd'hui, je suis prêt à vous partager cette expérience. Alors asseyez-vous confortablement, j'ai plein de choses à vous expliquer, plein d'images à vous montrer et des gens à vous faire rencontrer. C'est parti. And this is my new boyfriend, Boston Bun. Hey. Alors déjà, c'est quoi un live et pourquoi un live ? Je vais pas refaire toute l'histoire, mais pour faire simple, j'ai commencé à tourner en tant que DJ en 2013, il y a plus de 10 ans. À l'époque, je vis que pour le club, que pour la house. Je signe chez Headbanger, je fais le tour du monde, un rêve de gosse qui se réalise. C'est que du kiff. Et tout en tournant, petit à petit, j'ai l'envie de faire une musique un petit peu plus personnelle, un petit peu moins taillée pour le club, moins DJ Tool, moins banger aussi. Et c'est là qu'arrive Missing You. Whenever You're Ready. Nobody But You. Des morceaux qui clairement ne vont pas retourner un club, que j'ai d'ailleurs du mal à jouer le week-end, mais qui clairement me tiennent vraiment à cœur. Donc, vous me voyez venir, l'idée de les défendre en live commence à naître. Alors attendez, je pense que je vous dois une légère explication technique sur la différence entre un DJ set et un live. Un DJ set, c'est un DJ, une DJ, un producteur, une productrice qui arrive avec une clé USB ou des vinyles dans un club ou un festival pour jouer de la musique. Il ou elle va jouer sa musique, mais principalement la musique d'autres producteurs ou productrices. D'un autre côté, un live, c'est un ou une artiste qui va jouer ses créations et uniquement ses créations. Ici, il n'y a pas de platine, c'est uniquement des instruments de musique. C'est un vrai concert et ça permet à l'artiste de proposer sa vision artistique sans aucun compromis. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Continuons. Les années passent, le Covid passe, je passe de plus en plus de temps au studio à produire ma musique, à produire pour d'autres, à faire des morceaux de plus en plus personnels. Et arrive le moment où j'arrive à matérialiser un petit peu tout ça et à figer tout ça dans un album, Mixed Feelings. On est à la fin de l'année 2023, l'album est quasiment prêt et la question revient sur le tapis. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour proposer un live? Et mon premier réflexe, c'est de fermer les yeux et de m'imaginer une minute avant de monter sur scène. Qu'est-ce que je veux que les gens découvrent? Quel aspect de ma musique j'ai envie de montrer aux gens? J'ai toujours considéré la musique comme quelque chose de collaboratif. Et là, je me dis, je veux pas être seul sur scène. Je vous présente celui qui va vivre cette aventure et cette année avec moi, Mathéo. Très tôt, j'ai fait de la musique. À 3 ans, je faisais de la guitare, quoi. Donc après, je suis allé au conservatoire, j'ai fait du piano. Après, j'ai fait de la percussion au conservatoire, du jazz, un petit peu de trompette, du solfège, de l'écriture, un peu tout ça. Et en même temps, à partir de 12-13 ans, je jouais dans des groupes. Je crois qu'à 18 ans, j'avais 10 groupes. Ça fait partie des études, je trouve. C'est le truc un peu qui m'a fait un peu toucher à tout. Ce qui est assez cool dans le process, là. Tu délègues pas mal de choses. À partir du moment où tu vois que ça fonctionne et que ça marche, tu fais confiance. Et puis en plus, je trouve qu'on a quand même eu de la chance que ça matche aussi bien, alors que on se connaissait pas du tout, quoi. Moi, je débarque chez toi, chez tes parents, je vois tes parents, ton chien, tes enfants et tout. Donc et ça s'est super bien passé. C'est super naturel et ça, c'est cool, quoi. Là, j'ai fait un truc où les trucs se remettent petit à petit, tu vois. Ah, qu'est-ce que Genre, bon là-dessus, là, sur le retour. Et tu vois où ça reprend le temps. Ah, putain! C'est bien, j'aime bien. Et ce qui n'était pas donné non plus, c'est de faire un live où on s'éclate, mais pour toi, c'est ton premier live. Il fallait pas non plus que ce soit une usine, un truc où c'est trop dur à jouer. Non, là, c'est quand même, on kiffe notre live. Tu vois, on peut être beaucoup dans l'énergie et interagir et tout, même si on n'est pas des gros showman et qu'on n'est pas là, put your hands up in the air.
mais il y a quand même une bonne vibe, pas trop prise de tête, et ça, je trouve que c'est super agréable aussi, quoi. Et qu'on a bien jaugé le truc de faut que les gens ils voient des trucs, il faut qu'ils voient hop le clavier, le lead, le petit truc à ce moment-là, et en même temps que nous on passe pas notre temps à faire tic 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 pendant 1h30, quoi. Voilà, ça c'est, je trouve que le mélange est bien et qu'on s'en est bien sorti à ce niveau-là. Donc ça, c'était ma première vision. La partie harmonie émotionnelle assurée par Matteo, et moi en face, avec les drums et tous les stems, je trouvais que c'était une belle représentation de ma musique. Et comme disait Matteo, le feeling est immédiat. Non seulement le mec a des oreilles de dauphin et est un musicien de malade, mais en plus de ça, humainement, le mec est une crème. C'est un des gars les plus gentils et respectueux que je connaisse. Big up Matteo. L'étape suivante, c'est faire une setlist. Sélectionner entre 15 et 20 morceaux de la centaine que j'ai release ces 10 dernières années. Déjà, la tâche est lourde. Puis mettre plein de matos sur une table et se mettre au boulot. Aïe, 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 changé. Vient donc l'heure de la V1. À ce moment-là, on pense même pas à une scéno, une mise en scène ou quoi que ce soit. On veut juste que ça sonne fat. On commence à sortir les stems, à réarranger un petit peu tout ça, se mettre d'accord sur le matos qu'on va embarquer. On veut que le setup reste simple, léger et qu'on ait vraiment de la place pour kiffer sur scène. Là, très vite, je me rends compte que niveau son, on va avoir besoin d'aide. Je m'explique. Mes morceaux dans l'ensemble sont assez détaillés, beaucoup de textures, beaucoup d'éléments. Bref, ils sont pas faits pour le live. En gros, en live, l'énergie, elle est condensée sur 3 éléments et tout le reste, ça passe un peu à la trappe. Tu vas avoir les drums, tu vas avoir la basse, tu vas avoir un lead, tu vas avoir une voix. Ça fait 4, on va dire 3-4 éléments. Et tout le reste, c'est là, mais c'est pas ce que t'entends en premier. Ça dépend du système son, ça dépend de la salle, ça dépend du monde dans la salle. Donc, il vaut mieux partir avec un truc hyper précis. Le truc, c'est que ces morceaux-là, moi, ça fait 10 ans que je les connais. Ils me tiennent à cœur, comme je vous le dis depuis le début. Et mettre les mains dedans et trancher dedans, c'est assez dur. Du coup, je me mets à la recherche d'un bûcheron. Plutôt d'un chirurgien, qui sera absolument sans pitié et qui va faire sonner ça au top. Quand je reçois les stems en général, moi je trouve que c'est toujours bien de faire un peu du mastering de stems pour le live. C'est-à-dire que je reçois toutes les prods avec kick, basse, snare. Et effectivement, déjà je vais un peu retravailler le son, la balance tonale, la dynamique, la stéréo. Parce que toi, quand t'as fait tes prods, c'était pas fait pour forcément être envoyé sur un système avec 4 kilos de son. Donc forcément, on déplace pas l'air pareil. Les gens souvent veulent les faire danser le soir dans les clubs, donc forcément on va pas aller chercher la même chose que quand on envoie une prod qui va plutôt passer dans des playlists et tout ça. C'est pas le même cahier des charges. Si on va jouer dans un festival à 20h, il va pas falloir trop tabasser la gueule des gens direct. Ça permet d'y aller un petit peu tranquille, par exemple sur ce qui déplace de l'air, le kick, la basse et tout ça, de mettre plutôt en valeur tout ce qui est mélodie. Par contre, quand tu joues à 3h du mat dans un club en Allemagne, tu te dis que c'est peut-être bien de passer la seconde. Là, les gens, ils sont déjà pris du son dans la gueule depuis 3-4 heures. Faut les faire danser, faut faire déplacer de l'air. Et ça, c'est possible que si on a une flexibilité. Quand tu vas en concert voir un live, en fait, tu écoutes ce que tu regardes. Et il y a plein de gens qui oublient ça, qui font des lives. Alors du coup, tous les lives, ils sont pareils d'un soir à l'autre. Il y a aucune modif. Mais en fait, les gens, certes, ils viennent faire la teuf, ils viennent danser, éventuellement un petit gin tonic, crac-crac. Mais ils viennent vous voir vous. Donc si toi, t'es en train de jouer un truc, que tu tripes sur ta terre et que Matteo, il fait du clavier et que t'en entends pas, en fait, dans le public, il y a quelque chose qui cloche. Donc on part en rési, 2 jours à Ris-sur-Rungis, au plan.
intense. T'es enfermé dans une salle de concert, tu vois pas la lumière du jour, tu bois café sur café, tu reprends ton live, stem par stem, clip par clip, pour aller nettoyer la petite fréquence qui te dérange. Il y a des transitions que j'avais rebossées chez moi, et que là maintenant je réécoute et je dis bah non, j'ai trop cuté dedans. Ouais. Alors que chez moi j'avais l'impression que c'était long de ouf, tu vois. Je me dis mais non, cette transition elle est éclatée, on va pas rester une minute en entre deux. Et en fait si, tu vois, des fois il y a besoin. Après, aujourd'hui il faut que ça sonne, mais tu vois, il y a des trucs, on peut les changer n'importe quand, quoi. Donc ça c'est pas trop grave, quoi. Ouais, on va voir. Hein. Après c'est sûr que au max on en fait, mais je peux pas taffer cette nuit, moi. Alors, est-ce qu'on mange juste un petit truc là? Je crois qu'on a un Non, je suis resté là. Alors dans vos retours, vous commencez? C'est le bazar, c'est pas trop le bazar, ça va? Il y a 2-3 trucs à bouger, mais c'est pas grand chose. C'est très long, c'est fatigant, mais par contre après ça, le live avait step up de malade. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. À ce moment-là, 80% du live sont des morceaux qui ne sont pas sortis. Personne ne les connaît et ils sortiront pas avant de longs mois. Donc la pression est au max. Je vais faire un live pour la toute première fois avec 80% des tracks que les gens ne connaissent absolument pas. Ça veut rien dire. Avec le recul, je me dis pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça? T'es débile en fait. En tout cas, on a un petit peu de temps avant les premières dates. Du coup, on décide d'aller shooter 3 live sessions dans un lieu complètement ouf. Un ancien centre spatial à 1h et demie de Paris. Une journée de tournage, 3 live sessions que je vous mets ici, n'hésitez pas à aller checker. Le tout filmé par Lewis Busy, ce qui nous permet aussi de commencer à voyager un petit peu avec le setup, de montrer aux gens à quoi ça ressemble et surtout annoncer l'album. Le plan se déroule comme prévu, les retours sont hyper positifs, les tickets se vendent, le premier single de l'album est sorti et ça va être le moment d'aller tester ça pour de vrai à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Amsterdam, c'est clairement pas ma ville numéro 1 en termes d'audience. C'est une petite salle, donc s'il y a un problème technique, si je me foire, si on prend un four pour X raisons, ce sera pas la fin du monde. Le jour J arrive, je suis comme un gosse. C'est comme si c'était le premier show de ma vie ever, comme si j'avais jamais été devant des gens presque. Et là il revient, s'il y a un problème, il n'y a plus rien qui rentre. Ah quoi? Et je me rends compte de ce que c'est qu'un live, quoi. Pas de DJ avant, pas de première partie, juste des gens assis dans la salle qui attendent que j'arrive et que j'allume les machines. Drôle de sensation. Heureusement, Mathéo est là pour me rassurer, mais je vous avoue, ça me fait stresser de malade quand même. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a... Ça, j'ai encore une petite gorgée de bière. Ça va très bien se passer. Il n'y a que des fans. La balle, moi j'ai hâte, hein. Je suis fan, c'est moi le premier fan, je vais le mettre au premier rang. Bon, tout se passe bien. Rien à signaler. Autant côté public que professionnel, on a des retours positifs. Je m'étais dit, bah de toute façon, le risque du live, c'est que t'es pas un mec qui va aller devant ou faire des choses, mais en fait, vous en faites juste ce qu'il faut. Parce qu'en fait, la musique ne nécessite pas de faire autre chose. Ok. Après, évidemment, je pourrais dire, tu peux prendre le micro et dire un tout petit peu plus, mais on s'en fout, c'était mignon, et c'était très bien. Et en fait, le truc, c'est que c'est de la musique, les gens, tu rentres dans un voyage, quoi. Ça va, t'as pas une merde? Non, pas de merde. Ouais. Je dirais pas que c'est un miracle, mais... T'as un peu la tête dans la console?
Vous avez bien travaillé en tout cas, vraiment les gars. Franchement, Simer, ça se sent. Ouais, franchement, ça se sent que vous avez travaillé de ouf. À ce moment-là, on est au mois de mai et on se fixe pour objectif sold out la maroquinerie au mois de décembre. Et là, ça va pas se passer comme prévu. En fait, à la sortie de l'album, je me rends compte que le live n'est plus assez mind-blowing. Et je m'explique. Comme je vous disais, 80% du live était composé de morceaux qui n'étaient pas encore sortis. Je les avais pas plus rebossés que ça parce qu'ils me semblaient déjà nouveaux. Et du coup, c'était une surprise quoi qu'il. Mais là, avec l'album sorti et le live tel quel, je trouve que c'est pas au niveau de surprise que moi personnellement j'attends d'un live de musique électronique. Donc c'est mort, j'ai pas envie de jouer ce live là en l'état à la maroquinerie. En plus de ça, arrive le premier live qui se passe pas comme prévu. On a une opportunité d'aller faire le live à première partie de Jersey. On joue très tôt, on joue face à un public qui n'est pas le nôtre. Et là, j'ai zéro sensation. Le live me saoule. L'euphorie est retombée, on commence à voir les premiers défauts. Les 15 premières minutes, peut-être un petit peu trop molles, pas forcément accessibles, trop mentales, des drops pas toujours hyper efficaces, faut l'avouer. Mais en vrai, c'était un très bon test de jouer face à un public qui n'était pas très convaincu, on va dire. D'un coup, tu vois vachement plus clair. Comme quand t'es en train de bosser sur une prod, que tu te dis ça défonce, et qu'il y a un pote qui rentre dans le studio, qui se met à côté de toi et qui l'écoute, tu l'entends différemment. J'ai eu un petit peu la même sensation. Bref, c'est le moment de partir sur une V2. On se met à remixer quasiment tout. 10 remixes au total. On se met dessus avec Mathéo, mais je me rends compte qu'on va avoir besoin d'aide. Et là, je me souviens d'un gars que j'ai rencontré l'été d'avant pendant un camp d'écriture. Un gars qui vient plus de la bass house, mais qui a la science des drops et la science de l'efficacité. Et du coup, je me dis qu'avec les morceaux déjà existants et sa patte à lui, je me dis qu'on va réussir à ajuster la balance et trouver l'efficacité que je recherche pour le live. Je vous présente Kous. Ok, ça commence à être pas mal, mais j'ai une idée. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, on a fait all-in sur le son. Mais quand je regarde les vidéos des lives qu'on a déjà fait, je trouve que nos mains, les machines, le Pratos n'est pas hyper éclairé. On perd un peu le côté cinématographique que je recherchais dans l'album. Et je me dis pourquoi pas ajouter une light au-dessus de nous, limite en mode studio photo, pour justement donner une vibe à tout ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout ce qui compte pour moi, c'est délivrer le meilleur show possible à la maroquinerie. Je regarde même plus le budget. Le mec est en roue libre total. Et là, je pars dans un délire de hôte de cuisine. Ouais, une hôte de cuisine. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis resté bloqué là-dessus. Et j'envoie l'idée à Dan de Second Studio, qui arrive à nous sortir un truc en moins de 4 semaines. Et comme je vous l'ai dit, c'est une hôte de cuisine avec 1500 LED à l'intérieur, qui est routée au MIDI de notre Ableton. Et donc, qui réagit en fonction des morceaux. On arrive vers le mois de novembre, on se refait une petite résidence à Arles, au Cargo de nuit pour ceux qui connaissent, histoire d'être sûr et certain que tout fonctionne. Et ensuite on part tester cette V2 en Scandinavie. So, number 2 is this one, hein? Ok. C'est le bois électronique. Du coup on enchaîne Copenhague, Oslo, Stockholm et Londres dans la semaine. Ok. En fait, nous ici on a vraiment pas énorme de basse. Ok. Je sais pas si les retours ils peuvent envoyer un... Si tu peux essayer d'en mettre un peu. Ouais, bah bien sûr. Bah, j'en ai mis déjà un peu. Sur le global. J'en ai mis déjà un peu, mais je peux en mettre plus. Ouais, parce qu'on a pas trop le sub d'en face. Nous on l'a pas. Bah oui. Ah oui, faire un malaise là. C'est l'enfer. Ah ouais, c'est un peu comme la chambre de l'hôtel. Ouais. Oh la vache. En même temps, t'es pas mal là en mode pilote. Ouais, puis c'est à ma hauteur. Ouais. Pour le coup, mais pas ça. Ouais. Let's cook. Écoute. Aïe. Je sens que je suis malade. C'est un truc de ouf. Hein.
trop content de comment ça sonne. Je revis, mes inquiétudes de la V1 ont complètement disparu. Ça tape exactement là où il faut. Sauf que le moment fatidique arrive. Bon, je vais pas vous mentir, me prendre un four partout dans le monde, il y a aucun problème, j'ai la carapace pour. Par contre, me prendre un four à Paris, devant mon public, je suis pas sûr de m'en relever. Rajoute à ça le fait que la date est sold out depuis des semaines, la pression commence à monter comme il faut. Don't stop. Don't stop, don't stop. Le soulagement après ce show, vous avez pas idée. 1 an à bosser comme des oufs et voir les sourires et la magie qu'il y avait dans la salle. Tous les gens qui étaient là ont ressenti la même chose. C'était vraiment le signal job done. Ça faisait un bien fou. Évidemment, l'aventure n'est pas finie. Il y aura évidemment des petites modifs avant de prendre la route des festivals cet été. Mais je pense qu'on a trouvé l'équilibre parfait entre les émotions de l'album et ce que tu peux attendre d'un live de musique électronique. Et le résultat était juste waouh. Tant que je suis là, je vais big up tout le monde qui a participé à la création de ce live. Mathéo, Guilherme, Bastoche, Dan, Thomas, Mélissa, Sarah, toute la team d'Allo Floride évidemment, Lewis, Intelligence Audio, le cargo de nuit, le plan, toute l'équipe qui a bossé sur les tournages de la live session. Bravo tout le monde. Et évidemment, vous qui m'avez supporté, qui êtes venu me voir, qui avez acheté un ticket, merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit très probablement cet été. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. On n'est pas plus con que les autres. En plus, je crois que j'ai un pote qui a ça.